J'ai pas de micro? Ah oui, OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, il va falloir reprendre nos places. Je vous invite à reprendre vos places. Merci, merci. Quel beau comportement comme auditoire. J'ai été maître de cérémonie à d'autres événements et c'est pas toujours le cas. Alors, un grand merci d'avoir repris vos places, pour que l'on puisse continuer le sommet. La prochaine table ronde va porter sur la démocratisation du savoir, équité et accessibilité, droit et éthique. Il me fait un grand plaisir de présenter le modérateur pour cette table ronde, M. Daniel Bouchard. M. Bouchard est le présentateur du téléjournal Ottawa-Gatineau de la fin de semaine de Radio-Canada. Depuis de nombreuses années, il a animé plusieurs émissions diffusées sur la chaîne télévisée de Radio-Canada en Ontario et en Outaouais et sur la chaîne d'information RDI, ainsi que des émissions spéciales. M. Bouchard a également couvert de nombreux événements majeurs sur la scène internationale, incluant le Sommet de la Terre, les attentats du 11 septembre et des catastrophes naturelles. En dehors de ses nombreuses activités journalistiques, Daniel Bouchard est enseignant à l'Université d'Ottawa en histoire, études politiques et communication. Il possède un doctorat en histoire avec une spécialisation en environnement et études canadiennes de l'Université d'Ottawa. Je vous invite à vous joindre à moi pour saluer le bienvenu à notre prochaine table ronde. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Welcome everyone to this round table. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je travaille dans le domaine des médias et c'est un domaine qui est particulièrement touché par l'intelligence artificielle, par le fait que de plus en plus on consomme bien sûr les médias, mais sur ce qu'on appelle GAFA, Facebook, Amazon et tout ça, qui fait en sorte que ça m'intéresse à un double titre puisque je suis dans les médias, mais j'enseigne aussi opinion publique, bien des cours ici à l'université qui font que je suis particulièrement intéressé par ce qu'on va entendre au cours des prochaines minutes. Je vous souligne tout de suite que tout à l'heure, je vais vous faire signe que si vous avez des questions, il y a deux façons de le faire. Il y a le système Slido. Vous avez l'information derrière vos billets, derrière your name tag. You have the information about it if you want to have questions. And also, you can go to the microphone in the room here to ask questions. When I'll see you standing up to go, well, I'll turn to you to ask questions. We won't wait at the end completely because I'd like to our guests to be able to answer all the questions, the most questions we can have today. Alors donc, il y aura une période de questions. Vous pouvez utiliser le système Slido. Vous avez l'information derrière les petits billets avec vos noms qu'on vous a remis, donc attachés autour de votre cou. Et vous pouvez aussi avancer à l'un des deux microphones ici à l'avant. Dès que je vais vous voir avancer, je vais vous le rappeler tout à l'heure, mais dès que je vais vous voir avancer, on va se tourner vers les questions du public. L'idée, c'est justement de faire en sorte que vous sortiez d'ici avec de l'information intéressante sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, un sujet qui était très large. Nous avons des invités de renommée. Je vous les présente brièvement à l'instant. Elles auront, ces personnes-là, l'occasion justement d'aller un peu plus loin lorsqu'elles nous parleront de leurs propres recherches. Je commence de ma gauche rapprochée jusqu'à mon extrémité à la fin. Alors, je commence ici avec Mme Laurence Léa Fontaine. Elle est titulaire d'un postdoctorat en relations industrielles et d'un doctorat en droit de l'Université de Montréal, ainsi que de l'Université des sciences sociales de Toulouse.
Elle est professeure titulaire, enseigne le droit au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches sont orientées vers la protection des travailleuses et des travailleurs, notamment le travail temporaire, le temps de travail, les effets des objets numériques dématérialisés, des lieux de travail, par leur représentation aussi, que ce soit syndicale, par extension des conventions collectives, par l'encadrement des agences de location de personnel. Elle est aussi co-auteure de 2 ouvrages majeurs en droit du travail au Québec ainsi que de plusieurs articles. Elle est actuellement directrice des 9 programmes d'études supérieures en droit de l'UQAM. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit Madame Laurence Léa Fontaine. Madame Karine Lefebvre est professeure à l'École des hautes études en santé publique Rennes-Paris et directrice adjointe du département des sciences humaines et sociales. Elle s'intéresse aux droits des personnes vulnérables, l'éthique et la démocratie en santé. Madame Lefebvre est une personne qualifiée au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Elle est vice-présidente également du Comité consultatif national d'éthique. Elle travaille particulièrement la question des liens entre le droit des personnes, l'éthique, la place donc de l'opinion citoyenne dans la société. Elle a dirigé, ou plutôt co-dirigé en 2018, la rédaction de l'ouvrage intitulé « La démocratie en santé en question ». Elle est co-directrice de la série « Protéger les majeurs vulnérables » aux presses de l'École des hautes études en santé publique, dont le 4e ouvrage paraîtra en septembre 2019. Madame Karine Lefebvre. Céline Castet-Renard est actuellement professeure de droit à l'Université d'Ottawa, faculté de droit civil, membre aussi du Centre de recherche en droit, technologie et société. Elle est également titulaire de la chaire en droit, redevabilité et confiance sociale en l'intelligence artificielle, supportée par le gouvernement français au sein d'ANITI, c'est-à-dire Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute. Elle fut professeure de droit à l'Université Toulouse-Capitole en France de 2002 à 2019, membre junior de l'Institut universitaire de France en 2015, entre 2015 et 2020. Elle fut directrice adjointe de l'Institut de recherche en droit européen, international et comparé, centre d'excellence, donc Jean Monnet de 2014 à 2019. Elle fut également professeure invitée et récipiendaire d'une bourse Fulbright à l'Université de Fordham, faculté de droit au Center of Law and Information Policy à New York de 2017 à 2019 et Visiting Scholar à la faculté de droit de Yale au sein de l'ISP, c'est-à-dire Internet Society Project. Ses recherches portent sur le lien en droit et technologie dans une perspective internationale et européenne, plus précisément en matière de protection des données personnelles et de vie privée, droit d'auteur dans un environnement numérique, la surveillance technologique, la cybersécurité, la régulation des plateformes, ainsi que les aspects légaux et éthiques de l'intelligence artificielle. Elle s'intéresse spécialement à la redevabilité des décisions algorithmiques et explore des réglementations spécifiques de l'intelligence artificielle suivant une approche sectorielle, telles que, par exemple, la police prédictive, la santé, les véhicules autonomes et les villes intelligentes. Madame Cécile Castet-Renard. Enfin, Florian Martin-Bariteau est professeur adjoint en droit et technologie à la faculté de droit, section de Common Law et directeur du Centre de recherche en droit, technologie et société de l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent principalement sur le droit des technologies et les droits intellectuels, avec un intérêt particulier pour la chaîne de blocs blockchain, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les secrets et les lanceurs d'alerte. Il est le lauréat du prix du chercheur émergent 2018-2019 de la section de Common Law, M. Florian Martin-Bariteau. Alors, lorsqu'on parle de démocratisation, d'éthique, de confiance, évidemment, c'est un sujet qui est très, très large. On a chacun ici des personnes qui ont des domaines de recherche assez spécifiques. Alors, je vais commencer avec une question plutôt large, mais qui va déjà orienter la discussion, à savoir, dans vos domaines de recherche, quel est probablement le point qui devrait faire en sorte qu'on doit et qu'on a raison de se réjouir, mais quel est aussi l'élément qui fait qu'on a raison d'avoir des craintes? Je vais commencer avec vous, M. Martin-Bariteau. Bonjour. Je dirais que pour se réjouir, puis quand on parle de démocratisation du savoir, d'accès au savoir, c'est certain que
les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, les moteurs de recherche ont vraiment facilité cet accès au savoir pour tous, et y compris l'accès par le grand public à ce qui est créé dans les universités et créer le lien social, participation collective. Mais j'insisterai sur un certain nombre de difficultés, pas nécessairement des dangers, mes autres collègues en parleront sûrement sur fake news, cybersécurité, mais les enjeux en matière d'équité, d'inclusion, d'accessibilité, que ce soit au Canada ou dans le reste du monde, et notamment le besoin de développer, quand on parle d'algorithmes, d'intelligence artificielle, comme on en parlait dans les précédents panels, d'être sûr d'avoir des mécanismes inclusifs, un développement inclusif pour ne pas reproduire et amplifier un certain nombre d'injustices sociétales que l'on connaît par l'intermédiaire des technologies. Notamment, on pense à un certain nombre de publics qui ont été brimés par les sociétés, notamment sur Internet, notamment les femmes, les jeunes, les aînés, les peuples autochtones, la communauté LGBTQ, IA, les personnes de couleur, les personnes avec des handicaps, les minorités linguistiques, puis on a en Ontario, parlons-en des minorités linguistiques, la minorité francophone, mais aussi les langues autochtones. Et je ferai le lien avec, et je remercierai le chef Ignace, les commentaires qu'il faisait dernièrement. Au Canada et ailleurs, par exemple, on a besoin de décolonialiser la recherche académique, les politiques numériques. Et au Canada, quand on parle de gouvernement numérique, de digital, tout est accessible. Il faut aussi peut-être qu'on regarde comme les questions de connectivité, la fracture numérique. C'est bien d'avoir tout sur Internet pour l'accès au savoir, l'accès aux services, mais si on n'entraîne pas les personnes âgées, les jeunes aux facilités, mais aussi aux risques, et aussi si on fait en sorte que il faut que tout le monde ait accès. Et encore une fois, si on retourne sur les peuples autochtones, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on fait en sorte de les inclure dans nos politiques gouvernementales, dans nos politiques publiques et dans notre recherche académique pour vraiment s'assurer d'avoir une vraie accessibilité au savoir, aux services au Canada. On va y revenir avec plus de précision. Madame Lefebvre, un point particulièrement encourageant, mais un élément aussi qui provoque des soucis, c'est-à-dire où on peut s'inquiéter. Alors, je commencerai par le risque ou la crainte, justement, et c'est ce qui a été, c'est le président Frémont qui l'a évoqué ce matin de façon très claire, c'est le risque de monologue. Ça serait le risque d'une césure entre les sachants d'un côté, les citoyens de l'autre, et on voit bien que si on persiste dans cette césure, mais les choses sont vraiment en train on est dans une sorte de révolution, et pas que avec les Gilets jaunes en France, mais ça a été souligné d'ailleurs tout à l'heure par Antoine Petit. Une petite parenthèse là-dessus, cet événement est en train de changer complètement le positionnement de la société française sur les attentes par rapport à l'expression. Et à vouloir participer justement à l'aide à la décision. Donc ce risque-là, c'est effectivement une scission où il n'y aurait pas d'écoute. Voilà. Il faut faire confiance, il faut que les politiques fassent confiance effectivement aux citoyens, et il faut aussi que les citoyens se fassent confiance. Alors pour cela, parce que souvent on entend, il y a 2 jours j'étais avec des représentants d'usagers dans le champ de la santé, puisque c'est dans le champ dans lequel je travaille, ils disaient mais on ne sait pas si on va être à la hauteur effectivement pour exercer nos missions. Donc il y a un accompagnement, il y a un enjeu de formation, d'éducation dont on parlait aussi tout à l'heure. Et du coup, ce risque est en train de se transformer pour moi en chance. C'est toute cette révolution dont je parlais de réflexion sur finalement comment organiser cette expression citoyenne. C'est tout ce qui est en train d'émerger sur les débats publics. Alors je ne sais pas si au Canada c'est aussi en ébullition comme on est en train de le faire en France, mais en ce moment même, il y a le projet de loi bioéthique qui est en train d'être discuté, ça va bientôt, dans les jours suivants à l'Assemblée nationale, et on voit bien que, et là je parle en tant que vice-présidente du Comité consultatif national d'éthique, le comité a une mission tous les ans désormais d'animer ces débats publics en lien avec les espaces régionaux. Donc on est en train de réfléchir justement sur quels seraient les cadres d'un bon débat public. Il n'y a sans doute pas de débat public parfait, mais quels seraient finalement des critères de qualité minimale. Et c'est comme cela, je pense, qu'on va pouvoir se faire un peu tous confiance et essayer de trouver la bonne méthode. Il y a un enjeu de méthode considérable. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Castet-Renard. Qu'est-ce qui, chez vous, suscite des inquiétudes et qu'est-ce qui est particulièrement encourageant? Je pense que toutes les technologies, à chaque émergence d'une technologie, on se pose exactement les mêmes questions. Il y a toujours des avantages, des inconvénients, toujours des apports pour la société, mais aussi des risques. Donc ce n'est pas un débat nouveau en soi. Ce qu'on peut se demander, c'est de savoir en quoi l'IA, si on parle de l'IA en particulier, en quoi l'intelligence artificielle apporte une disruption supplémentaire par rapport aux situations précédentes. Je pense que une des particularités, chacun en pourra en trouver, mais celle qui me frappe le plus à l'heure actuelle, c'est le fait que l'intelligence artificielle inonde toutes les applications, tous les champs, tous les secteurs, et tant les acteurs privés que l'État, on parle de transformation numérique, et bien évidemment, ça touchera chaque individu dans son quotidien. Donc l'impact sera de toute façon énorme, et c'est peut-être une différence par rapport à d'autres technologies précédemment. Les impacts forcément, nécessairement positifs et négatifs. Les impacts positifs, on peut bien sûr penser à l'imagerie médicale, par exemple, pour mieux détecter des tumeurs. Évidemment que c'est un progrès social, évidemment que c'est un progrès dans la santé, mais il faut quand même toujours voir l'inverse, savoir comment on produit cette connaissance. Et puisque c'est une table ronde sur le savoir, comment on produit ce savoir en intelligence artificielle, il faut des algorithmes, il faut des données. La qualité des données est essentielle, et je crois qu'il faut insister sur ce point. Beaucoup d'applications ou de domaines d'application de l'intelligence artificielle reposent sur des données personnelles, donc il faut être conscient de ce risque et du risque de profilage que cela entraîne. Je pense en particulier pour des applications un peu extrêmes comme la police prédictive, qui est énormément utilisée aux États-Unis et par des villes comme Chicago, New York, Los Angeles, etc., où à l'heure actuelle, on se rend compte qu'on a beaucoup de problèmes avec ce type de technologie, parce que cette technologie a été entraînée avec des données biaisées, des bases de données biaisées qui comportent énormément de populations noires ou latino. Donc évidemment, on va particulièrement viser des quartiers ou des individus correspondant à ces données. Pour donner un exemple des risques, donc il faut avoir conscience de ces risques, et je pense qu'on parlait d'éducation tout à l'heure, je crois qu'effectivement c'est le travail de chacun et pas simplement des sachants. Je pense qu'on n'a pas besoin de savoir beaucoup pour se dire attention, qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'en fais, j'utilise Siri, j'entraîne mon assistant personnel. À la fois ça m'est utile, ça m'est bien pratique, et c'est bien le discours, la narration de la Silicon Valley, c'est bien ça, c'est le service rendu au client. Mais attention, j'entraîne cet algorithme et quelles conséquences on peut en tirer pour moi ou pour d'autres individus, en particulier les plus faibles, parce qu'à l'évidence, ce sont les personnes les plus faibles qui subiront cette technologie. Et je pense que c'est un devoir social et sociétal, en particulier pour nous, chercheurs qui avons conscience de ça, de transmettre ce message et de le faire pour les populations qui risquent d'être exclues par cette technologie. Merci beaucoup, Madame Fontaine. Une source d'espoir et peut-être un élément qui vous préoccupe particulièrement. Oui, alors si je parle de mon... Ça va? Vous m'entendez? Si je parle de mon domaine de recherche, avant de passer à la question qui nous a été posée, la question principale, je dirais qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Si on applique l'intelligence artificielle aux travailleuses et aux travailleurs, il va y avoir nécessité d'adapter les formations à l'insertion dans le mode de travail de l'intelligence artificielle. Donc on va devoir choisir les travailleurs les plus enclins à être formés. Donc il ne faut pas se cacher la vue, il va y avoir des congédiements. Pour cette raison-là, on ne pourra pas former tout le monde, puisqu'on n'aura plus besoin de tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Un autre exemple, c'est la justice prédictive. Donc on utilise l'intelligence artificielle pour créer des robots, et ces mêmes robots vont pouvoir prédire la justice qui va être rendue, mais il y a certaines limites, c'est-à-dire qu'on va... le robot va aller sélectionner des décisions qui ont été rendues dans une même situation, va faire des parallèles et va fournir en fait à l'avocat, par exemple, une sélection de décisions qui pourraient aller dans une certaine voie plutôt qu'une autre. Donc c'est le travail que ferait peut-être un assistant. Mais là, je mets des guillemets, je suis un peu l'avocate du diable en disant ça.
deux problèmes qui sont les deux derniers qui me semblent vraiment très importants. C'est la dématérialisation des lieux de travail. J'imagine que beaucoup ont entendu parler du Journal de Montréal qui avait continué à être produit alors que les travailleurs étaient en lock-out. Donc, dans cette hypothèse-là, les travailleurs et les travailleuses n'avaient plus besoin de se rendre dans les établissements. Ils pouvaient travailler de n'importe où. Donc le problème que ça pose, notamment en l'espèce, c'est comment syndiquer un lieu qui n'est plus un lieu physique. Comment syndiquer les travailleuses et les travailleurs dans un lieu qui est exempt de bâtiments, de murs. Donc dans un cas comme cela, moi j'essaie de rechercher un peu des indices, des pistes pour reconstituer en fait un établissement qui serait virtuel mais qui existerait encore. Et le dernier point que je vais vous donner, qui est peut-être le plus optimiste, c'est le nomadisme numérique. En fait, vous n'êtes plus obligé de travailler au sein d'un établissement, mais vous pouvez aller travailler à l'autre bout du monde. Et grâce aux objets d'Internet, ça ne change pas grand-chose pour l'employeur, mais n'oubliez pas que tout usage d'objets Internet, l'employeur a le droit de les consulter. Donc, on contrôle votre temps de travail, on contrôle pas mal de choses. Donc, c'est un peu les principaux problèmes que je vois en droit du travail. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Ce que je retiens, c'est qu'il y a des avantages, il y a des désavantages, mais l'élément qui ressort souvent, c'est que la population en général, je m'inclus dans cette population-là, bien sûr, on connaît le point d'entrée de l'information qu'on va révéler ou qu'on va accepter de donner, mais on ne connaît pas le point de sortie. Or, est-ce que notre société aujourd'hui a développé les mécanismes nécessaires pour avoir un point de consentement à un certain moment donné? Je donne un exemple général que tout le monde ou à peu près connaît. Cambridge Analytica, qui est allé chercher des données d'utilisateurs, même de millions d'utilisateurs, pour éventuellement s'en servir, influencer les choix d'électeurs, que ce soit pour le Brexit ou l'élection de Donald Trump, donc une influence sur notre démocratie. Est-ce que notre société peut maintenant, à partir des leçons d'il y a quelques années, peut réagir à ça? Je commencerai avec vous, Mme Castet-Renard. C'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'on pourra réagir efficacement? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura encore des manipulations d'informations, c'est évident. Ça s'installe dans nos démocraties et tous les gouvernements en ont bien conscience. Et à l'approche d'élections importantes, tous les gouvernements s'inquiètent des manipulations et surveillent les réseaux sociaux. En France, par exemple, une agence, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est en charge en particulier de surveiller. Et j'imagine bien qu'au Canada, on a l'équivalent. Donc c'est un souci démocratique, ça s'installe, le risque s'installe. Voilà. Le risque prendra des formes différentes, c'est sûr. Donc on peut tirer les leçons d'avant et éviter les risques précédents, mais il y a tout un tas de manipulations possibles, tout un tas d'attaques des systèmes possibles. Et donc imaginer qu'on puisse se prémunir de tout me paraît naïf. Ce que l'on peut simplement dire, à mon avis, c'est qu'on a tiré les leçons en s'y préparant davantage. Et peut-être aussi la population va commencer, je l'espère, à être un peu plus méfiante sur ce qui nous est présenté sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes, je ne sais pas, on pourrait faire peut-être un sondage à main levée, qui s'informent uniquement par réseaux sociaux. Ça paraît être une question un peu brutale, mais les jeunes s'informent par les réseaux sociaux et lisent assez peu la presse. Donc il y a aussi effectivement avoir des réflexes de sources. Un réseau social, ça n'est pas une source, et beaucoup de sociologues ont montré en plus le phénomène de bulles informationnelles selon lesquelles on se retrouve à regarder et à être informé de ce qui nous intéresse et pas de l'information contradictoire. Donc on est dans une bulle de confort et donc on ne changera pas d'opinion. Et la manipulation d'opinion est assez facile dans ce genre de contexte. Donc j'espère aussi que la population prend conscience de ces risques. Et encore une fois, il y a un rôle éducatif à avoir de notre part. Merci beaucoup, Mme Lefebvre. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, mais en fait, j'ai envie de répondre du point de vue des droits des personnes. Et puis, je reprends le titre, les liens entre le droit et l'éthique, à la fin de l'intitulé. Parce que du point de vue des droits, il y a un point de vigilance
vraiment très très fort à avoir dans ce champ d'évolution de l'intelligence artificielle, mais pas que, c'est bien évidemment l'information et pour un consentement véritablement éclairé, hein, selon la formule consacrée des citoyens. Ça, c'est vraiment très fort. Je vous parlais tout à l'heure du projet de loi bioéthique. Il y a un article, c'est l'article 11, qui est consacré au big data, donc dans le champ de la santé, mais avec les nouvelles technologies, on est en plein dedans. Et c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est le fait que la question de la recherche systématique du consentement n'est pas suffisamment forte dans le texte actuel. Donc, point de vigilance très fort. Donc, pour qu'il y ait confiance, parce qu'on refait le lien avec la thématique de ce colloque, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait une transparence sur effectivement les enjeux, les risques. Derrière ces mots-là, derrière tout cet intitulé, ce dont on est en train de parler, il y a l'enjeu du citoyen acteur. Et pour être acteur, il faut avoir les clés. Donc on rejoint la question des clés du savoir. Et pour avoir les clés du savoir, il faut quelque chose qui soit accessible. Vous voyez, ça aussi, ça fait partie du terme. Il y a plein de choses, hein, dans cet intitulé-là. L'accessibilité, c'est finalement une information qui est claire, qui est loyale, qui est adaptée. Et je pense que Pascal Meillan-Chenin, qui interviendra dans la table suivante pour la Conférence nationale de santé, en parlera. C'est tout l'enjeu de travailler sur la littératie dans le champ de la santé, c'est la littératie en santé, mais pas que, c'est-à-dire permettre aux citoyens de comprendre tous les tenants et aboutissants pour qu'ils puissent se défendre justement et exercer pleinement leurs droits. Voilà. C'est une perspective, évidemment, un peu plus européenne, mais au Canada, M. Martin Barito, est-ce que le Canada, depuis ce qu'on a vécu au cours des dernières années, est davantage en mesure d'intervenir ou, d'abord, est-ce qu'on a réagi vraiment? Non. Réponse simple. Non, puis sur les réactions, on a eu des fameuses enquêtes du commissariat à la vie privée du Canada, puis la réponse de Facebook, ça a été « Thank you very much, bye ». Parce qu'on n'a pas du tout l'encadrement juridique et les outils juridiques aujourd'hui au Canada. Mais est-ce que ce serait possible? C'est possible. On a eu un rapport de la Chambre des communes qui a fait un certain nombre de propositions au gouvernement et ce rapport a été gentiment tablé. On va voir ce qu'il advient après les élections qui nous arrivent dans quelques semaines. Mais pour revenir sur Cambridge Analytica, je dirais que l'avantage, puis je rejoindrai ce que disaient mes deux collègues aussi sur la question de littératie, donc de littératie numérique, de littératie même algorithmique. Cambridge Analytica, aussi dramatique qu'est cette affaire, ça a fait comme une petite piqûre de rappel où ça a ouvert les yeux à un certain nombre de personnes sur les enjeux de ces algorithmes, des réseaux sociaux, de la protection à la vie privée, et aussi au Québec ces dernières semaines avec le scandale Desjardins. Donc pour ceux qui ne sont pas du Québec, l'une des principales banques a été victime d'une faille de confidentialité assez dramatique. Et donc là, avec ce genre de grand scandale, en fait, ça a ouvert les yeux du grand public sur la nécessité. Souvent, les gens sont comme « j'ai rien à cacher, c'est pas important la vie privée, c'est plus important que ce que tu crois ». Donc c'est vraiment cette littératie numérique, algorithmique, puis sur la manière dont fonctionnent les algorithmes, dont on entraîne, rien n'est magique. L'intelligence artificielle, il n'y a rien d'intelligent, il y a tout d'artificiel. C'est comme de l'entraînement. Et pour revenir à ce que disait ma collègue Castel-Renard un peu plus tôt, la chose importante, c'est cette qualité des données, cette transparence algorithmique. Et si on repart sur, par exemple, les problèmes de justice prédictive, et je ferai le lien avec un cas concret aux États-Unis, l'affaire Compass, qui était un logiciel d'aide à la décision dans le système criminel. Et on s'est rendu compte que cet algorithme d'aide à la décision était totalement biaisé envers les personnes de couleur noire. Il y a eu tout un scandale autour de cela, mais il y a eu deux problèmes dans cette affaire. L'une, déjà, c'était les juges et l'éducation des juges et du système de justice à ce que leur indiquait l'ordinateur. Ce n'était pas un ordinateur qui prenait la décision, c'était voici des tendances qu'on a repérées dans la jurisprudence américaine. Et en fait, ce que ça a aussi mis en lumière, c'est que ce n'est pas tant l'algorithme qui était biaisé, c'est que le système de justice criminelle américain est raciste. Et avec tous les algorithmes, souvent quand on parle d'algorithmes biaisés, ce n'est pas tant un problème, puis il y a plein de problèmes parfois dans le développement, mais c'est dans la qualité de ces données. Et c'est que quand on a une société qui n'est pas inclusive, qui est raciste, avec des divisions, si on prend ces données-là et qu'on entraîne nos algorithmes sur ces données, on va reproduire et augmenter ces problèmes d'inclusion. Et c'est là
C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'avoir un gros travail sur l'accessibilité de données, l'équité, le développement éthique, et pas juste reposer sur des codes d'éthique. C'est le mot à la mode en ce moment, l'éthique dans l'intelligence artificielle. Il y a plein d'enjeux. Dans le même temps, les grandes corporations, elles aiment beaucoup l'éthique parce que ça ne leur fait pas beaucoup de mal. Et je dirais qu'on a peut-être besoin de réformer nos législations, notamment les législations sur le droit d'auteur, pour s'assurer qu'on puisse aller regarder un plus grand set de données, et notamment des données qui ne sont pas en accès libre. Et souvent, c'est certaines critiques féministes, certaines critiques autochtones de la société auxquelles on n'a pas accès parce que ça coûte cher de publier en open access, en accès ouvert. Donc, toutes ces questions, c'est vraiment important qu'on s'y intéresse, et évidemment, données personnelles, être sûr de développer les cadres juridiques pour permettre un développement sécurisé. Donc, c'est vrai à grande échelle, sur le plan universel, mais vous nous disiez tout à l'heure, Mme Fontaine, que même en milieu de travail, l'employeur peut aller chercher de l'information des employés, oui, même si c'est d'un point de vue personnel ce qu'on fait au travail. Oui, oui. Ben, a priori, le courriel au travail n'a pas lieu d'être personnel. On a une boîte professionnelle, mais évidemment qu'à peu près tout le monde utilise cette boîte professionnelle pour des courriels privés. Donc c'est un moyen de contrôler, observer le travail qui est effectué par la travailleuse ou le travailleur, effectivement. Puis ça va devenir, cette manière de faire ne va aller... Il y a la collection Le Cœur et Associés, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une série de livres écrits par un bureau d'avocats pro-patronal. Et il y a une édition qui s'appelle, un numéro qui s'appelle « Comment surveiller vos travailleurs », vos employés. Donc c'est bien qu'il y a de la surveillance au travail, beaucoup de caméras aussi qui ont été posées à des endroits, c'est toléré juridiquement, mais ça a été posé à des endroits par exemple qui ne sont pas tolérés, notamment dans les salles de bain, les toilettes, etc. Mais avec l'IA, c'est certain que... il va y avoir d'autres moyens de contrôler et de surveiller les travailleurs et les travailleuses, mais aussi il va y avoir des moyens de leur rendre la tâche plus facile pour certaines fonctions du travail. Donc, comme on disait tantôt, il y a du pour, il y a du contre. Là, il ne faut pas... Madame Lefeu, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais rebondir sur la place de l'éthique par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, on en parle beaucoup, c'est à la mode. Tout à l'heure, dans la présentation, vous disiez qu'il y a un ouvrage auquel j'ai participé, qui sort aujourd'hui d'ailleurs. C'est Place à l'éthique, point d'exclamation. Vous voyez que c'est une éthique de conviction. Moi, je pense que c'est un véritable outil de régulation dans le sens où ça amène à se poser des questions, mais ça suppose effectivement la formalisation d'un cadre minimal. Et ça rejoint ce qui avait été dit à la première table ronde sur la nécessité d'aller vers une éducation au doute, une éducation au questionnement. Et moi, je définis souvent l'éthique comme la science du questionnement. Non pas pour apporter une solution, mais pour interroger le bien fondé, voilà, ou effectivement ne pas tout accepter. Et je pense notamment aux citoyens qui n'ont pas la maîtrise de tous ces savoirs et qui ont besoin de connaître tous ces risques. Donc voilà, je voulais faire le lien là-dessus. Oui, Madame Castelrenard. Oui, je voudrais rebondir sur ce que tout le monde a dit. Je voudrais quand même préciser que les cadres légaux ne sont pas tout à fait les mêmes en Europe et au Canada, en Amérique du Nord en particulier, s'agissant de la vie privée spécialement. Évidemment, en Europe, on a une directive qui datait déjà de 1995, qui a été réformée par le Règlement général de protection des données personnelles, le fameux RGPD, donc qui a été adopté en 2016 et entré en vigueur en 2018, qui donne un cadre censé protéger davantage les individus. On parle beaucoup de consentement, il y a quand même des principes directeurs qui me paraissent essentiels, comme les principes de minimisation de la collecte des données, donc on ne doit pas collecter des données si ça n'a pas de lien avec la finalité, principe de finalité bien sûr, principe d'effacement quand la donnée n'est plus utile. Ce sont, à mon avis, des principes très intéressants, peut-être plus intéressants que c'est un texte très très lourd qui fait 99 articles, donc je ne suis pas sûre que les 99 articles soient tous très, très pertinents, mais en tout cas, ces principes directeurs me paraissent utiles parce qu'applicables à toutes les situations finalement, et je pense qu'on peut les avoir en tête. Aux États-Unis, la vie privée, il y a des textes de vie privée, il y en a beaucoup, mais ce sont des textes sectoriels avec une compétence partagée entre le fédéral et les États fédérés. Et au Canada, on est un petit peu au milieu du gué avec
avec des lois qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait en Europe, mais avec quand même une distinction entre le secteur public et le secteur privé. Et aujourd'hui, le niveau de protection devrait, à mon avis, si je puis me permettre de donner des conseils, devrait être amélioré au Canada, ne serait-ce que pour permettre un échange des données entre l'Europe et le Canada. On peut avoir un doute aujourd'hui sur l'adéquation de la protection. Ça, c'est un point. S'agissant des salariés aussi, alors visiblement, il y a aussi une différence majeure entre les deux, entre la France, par exemple, et le Canada. En France, on a beaucoup de décisions au prud'homme, donc le tribunal spécialisé en travail, qui va regarder dans le détail comment, par exemple, le mail du salarié a été vu par l'employeur, dans quelles conditions il est allé chercher le mail. On va regarder le titre de l'objet du mail. Si vous mettez personnel, l'employeur n'a pas à aller voir. On va regarder à quel moment aussi la surveillance peut se faire éventuellement par la géolocalisation quand on est représentant de commerce et qu'on voyage. Effectivement, on peut être tracé par la géolocalisation. Il y a eu des limites sur ce point. On essaie aussi d'appliquer le droit à la déconnexion parce qu'en fait, on se rend compte aussi qu'il peut y avoir un effet inverse contre l'employeur. Ça peut se retourner contre l'employeur, en particulier en cas de rupture du travail. Que va faire le salarié? Il va sortir tous ses mails auxquels il a répondu à minuit, à 1h du matin, à 6h, à je ne sais quelle heure. Et là, il va demander une requalification en heures supplémentaires. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt de l'employeur. Donc il y a aussi le droit à la déconnexion, c'est pour protéger la santé mentale du salarié, mais c'est aussi pour protéger l'employeur, pour éviter ce genre de mauvaises surprises au moment du licenciement. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la technologie peut servir dans les deux sens, et c'est ce que tu disais d'ailleurs Léa, il y a aussi des opportunités pour le salarié, par exemple, ou pour les citoyens de manière générale. Bon, je vois que Mme Fontaine a réagi, elle va ajouter quelque chose, mais je vous rappelle, si vous avez des questions à poser, vous pouvez vous approcher au micro. On a déjà 2 questions ici avec le système Slido, et même que certaines personnes, donc, ont réagi aux questions comme quoi ça les intéressait vraiment. Donc, approchez-vous au micro si vous avez des questions, je vais aller vous retrouver dès qu'on le pourra. Vous vouliez réagir, par contre, Mme Fontaine? Oui, juste, effectivement, la géolocalisation, là, ça peut être un danger aussi pour l'un et l'autre, employeur et travailleur. Et le droit à la déconnexion, j'ai une étudiante qui a fait un mémoire là-dessus, s'inspirant en fait de ce qui se fait en France. Et c'est à double tranchant aussi. Là. Moi, j'imaginais que bon, ils ferment les serveurs informatiques toute la fin de semaine, mais ça n'empêche pas les gens d'écrire, a priori. Puis le lundi matin à 9h, on déverse... oui, c'est ça, tout arrive... Et, en fait, ce qu'on a un peu évoqué, c'est l'éducation. Pour moi, l'éducation à l'intelligence artificielle et au numérique, à notre époque, ça devrait commencer très tôt, là, plutôt que de laisser faire n'importe quoi. On voit des petits là, qui jouent avec des iPads. C'est comme l'éducation devrait se faire avec les objets d'Internet et pas seulement... en les utilisant sans se poser des questions. Puis ça va de la petite école jusqu'à l'université, à mon avis. Voilà, exactement. D'autant plus que les outils paraissent assez banals de temps à autre. Je pense à Google Home, et là, je voyais qu'Amazon a développé à peu près le même processus. On demande des chansons, on demande des titres de livres et tout ça, mais on apprend, on tire beaucoup d'informations. Parlant d'informations, vous avez fait référence à quelques reprises à la vulnérabilité de quelques personnes lorsqu'on parle d'Internet, d'accès à l'information, de vie privée. Une question intéressante aussi. To what degree is the continued marginalization of certain voices in online spaces is a result of online factor, hostile online forum, for example, or offline factors like poor access to Internet infrastructure. Donc, dans quelle mesure des personnes peuvent être brimées dans leurs propos ou le désir de se prononcer? Est-ce que c'est relié aux discussions hostiles qu'on peut voir dans des discussions sur Internet? Ou est-ce que c'est l'entrée en matière? Parce qu'on parle de plus en plus qu'il va y avoir différents niveaux en termes de prix, de coûts. Et ça, je sais que vous avez abordé cette question de neutralité du net et tout ça, M. Martin Baribeau. Merci. Je dirais que c'est les deux en même temps, en particulier dans des pays comme le Canada. C'est sûr que dans l'Union européenne, par exemple, il y a une meilleure connectivité de toutes les populations. C'est l'accès à Internet, c'est vraiment protégé, etc. Au Canada, on a des problèmes. On a toutes les communautés plus ou moins rurales ou détachées, le nord du Canada,
il y a des problèmes de connexion. Vous parlez de net neutralité, c'est le grand scandale en ce moment, toujours comme aux États-Unis. Et pareil au Canada, s'assurer que tout le monde ait le même type d'accès à Internet, que vous n'ayez pas un accès à Internet à péage, ou par exemple si vous êtes avec un opérateur, vous avez un super accès pour les services de cet opérateur, mais c'est offert par un autre opérateur ou par les opérateurs indépendants, vous ne pouvez pas y avoir accès, ce qui pose des problèmes en matière d'information, surtout au Canada où on sait que certaines sources d'information sont la propriété de grands câbleaux-distributeurs au Canada. Il y a cette problématique. Après, sur les exacts enjeux au Canada, on n'a pas assez de données. Et c'est l'un des problèmes qu'on a mis avec ma collègue Elisabeth Dubois. On a une grande initiative qui s'appelle Canada Connecté pour essayer de rassembler tous les gens et de discuter des enjeux et savoir quels sont les meilleurs outils. Puis je fais aussi le lien, c'était avec, je crois qu'il y avait une autre question sur comment utiliser le numérique pour aider ça. On a besoin de faire plus de recherches. Et dernièrement, tant le gouvernement que certaines universités ont vraiment comme insisté sur ces questions, mieux connaître les comportements en ligne et savoir comment rejoindre ces communautés. Et vous parliez d'éducation, et c'est sûr qu'il faut éduquer toutes les personnes à tous les âges, comme du jardin d'enfants presque à l'université. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on éduque les gens qui sont censés éduquer. Oui, et quand on a des conversations, c'est pas vraiment les mêmes générations. C'est là qu'on a aussi un gros problème de fracture numérique. Donc vraiment, les deux sont liés. Puis je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées qui se rapprochent de cette question-là. Là. How might digital approaches be used to enhance inclusion? What is the difference between digital inclusion and digital divide? Ça préoccupe les gens, cette question-là, finalement. Je voudrais citer l'exemple de politiques publiques qui sont possibles d'avoir pour essayer d'améliorer la connectivité et l'accès physique aux infrastructures, parce que là, on fait comme si tout le monde avait Internet facilement et que ça coûtait pas cher. C'était ça l'idée de départ. Voilà, mais ce n'est pas forcément nécessairement le cas partout, et même en France, il y a encore des zones blanches. Et donc, les politiques publiques qu'on peut essayer d'avoir, c'est d'essayer d'encourager les acteurs privés à aller dans des zones où ça n'est pas rentable, parce que c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas rentable d'installer le câble partout dans certains territoires, parce qu'il y a très peu de population, et donc forcément, ça coûte cher pour connecter très peu de personnes, donc on n'arrive pas à rentabiliser l'opération. Mais pour essayer d'encourager ces entreprises privées à aller quand même sur ces territoires, on peut avoir des incitations fiscales, évidemment. On peut aussi les encourager, ça je trouve ça assez intéressant, les encourager à avoir des initiatives technologiques. C'est ce qu'a voulu faire la France dans sa loi République numérique en 2016. Ça veut dire par exemple encourager à avoir des connexions par drone ou par d'autres moyens techniques que des moyens particulièrement coûteux. Et ça peut être un encouragement en particulier pour des petits opérateurs, pour des startups et pas forcément pour les gros dominants qui n'auront pas du tout intérêt à aller raccorder les personnes. Mais peut-être pour des startups, pour être dans ces zones blanches, là, ça peut être intéressant. Et là, c'est là que la technologie, encore une fois, peut nous aider à résoudre des problèmes à la marge. Donc, il faut avoir aussi un petit peu d'espoir. Les technologies dominantes couvrent un certain nombre de gros besoins dominants. Il y a toujours des situations laissées pour compte, des situations à côté. Mais ça peut encourager l'initiative. Et je crois que c'est aussi un des éléments importants dans le débat. On n'a pas énormément parlé des GAFA, vous en avez parlé au début, des gros acteurs. Il y a des gros acteurs dominants, certes, mais il faut aussi qu'on accompagne l'initiative l'initiative de start-up en particulier. Et la compétitivité doit être encouragée aussi du point de vue technologique. Madame Lefebvre, dans le domaine de la santé, puis je pense que vous avez abordé ces aspects-là dans le passé, non seulement il y a la question de divulgation de l'information, mais il y a la compréhension aussi de ce qu'on doit comprendre lorsqu'on se fait parler par un robot, par exemple, de l'information qu'on reçoit dans le domaine de la santé, qui est un domaine, il faut le dire, fondamental. En fait, votre question rejoint ce que je voulais dire suite au propos de ma voisine. On parle ici de fracture matérielle et du coup de rupture il y a marqué équité là, mais du coup ça crée des situations d'inéquité matérielle lorsqu'on ne peut pas atteindre ces voies-là, mais il y a aussi l'inéquité sociale, les inégalités sociales. Et tout à l'heure, ça a été évoqué, c'est finalement comment, au niveau comment transmettre l'information, qu'elle soit compréhensible vis-à-vis de toutes les couches de la population, et notamment les plus vulnérables.
parce que c'est bien là que ça pêche, en fait. Si vous parlez du champ de la santé, il y a une expérience tout à fait intéressante en France en 2018 dans le cadre du champ de la santé avec les États généraux de la bioéthique, où pour aller rechercher l'expression citoyenne, on a eu recours à finalement 4 leviers de démocratie. Donc le premier, c'est un site, voilà, le site web où on pouvait s'exprimer. Ensuite, il y a eu toute une série de conférences, de débats publics, de cafés éthiques, avec une créativité vraiment très très intéressante et innovante. Il y a un comité citoyen qui a été créé, avec un essai d'avoir la plus grande représentativité possible, même si une représentativité parfaite, pour moi, c'est à l'heure. Et puis la dernière méthode, c'est effectivement des auditions de sachants, mais pas que, aussi de petites associations. Donc pour aller dans la bonne voie, pour moi, il faut croiser le maximum de leviers et vraiment être ultra sensible sur... il y a des personnes qui ne s'expriment pas, même quand c'est encadré comme ça. Par exemple, les jeunes, on parlait d'éducation, on ne les a pas beaucoup eu, les jeunes. Ou alors, il a fallu organiser de façon spécifique dans certains collèges et lycées, où les personnes en situation de grande précarité, on ne les a pas eues non plus. Voilà. Donc, c'est le challenge de l'avenir dans ce champ-là, comme dans, je pense, les autres champs aussi. Ouais. Mais en même temps, vous semblez dire, il y a une responsabilité, une part de la responsabilité qui revient à la population. Mais c'est très difficile de comprendre d'où ça part et où est-ce que ça va prendre fin, peu importe si on va chercher de l'information, si on donne un peu d'information. C'est très difficile de comprendre les tenants et aboutissants de tout ça pour l'ensemble de la population, dans le fond, Madame. Oui, et d'ailleurs, c'est un des revers du consentement dont on parlait tout à l'heure. C'est une façon, effectivement, de permettre aux gens de décider pour eux et de contrôler. Le problème, c'est de savoir ce qu'on contrôle vraiment. Et en particulier sur les données personnelles, on peut consentir à un usage si les lois sont respectées, on consent pour une finalité, pas pour une autre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe, il n'y a pas de traçabilité derrière. Donc le consentement, c'est aussi un moyen de reporter la responsabilité, la charge sur les individus, et les GAFA savent très bien jouer avec ça, Google, Amazon, etc. Vous avez consenti, j'ai le consentement, donc maintenant c'est très bien, j'ai les données et je peux les utiliser. Et Google en particulier, une des choses qui lui est reprochée, c'est d'utiliser ces données personnelles de manière croisée pour tous les services, donc de violer totalement le principe de finalité. Et c'est bien pour ça qu'ils arrivent à nous donner des réponses très pertinentes, parce qu'ils ont croisé nos informations quand on a utilisé Google Maps, quand on a utilisé évidemment le moteur de recherche, quand on a utilisé tous les services possibles. Donc ils nous profilent parfaitement et répondent parfaitement à notre demande parce qu'ils nous connaissent très bien. Mais en même temps, on a consenti, etc. Et donc, c'est vraiment une façon de reporter la charge et de dire, bon, maintenant, j'ai les données et le contrôle est toujours difficile. Et même si les sanctions sont augmentées par le RGPD que je mentionnais tout à l'heure, ce sera quand même très difficile d'aller chercher la responsabilité de ces géants, même si Google a déjà été sanctionné de 500 millions d'euros par la CNIL en début d'année. Donc, il y aura des sanctions. Mais ça n'est pas proportionnel à ce qui est fait. C'est bien ça la difficulté. Je vous voyais réagir, M. Martin Barito. Oui, comme vous dites, sur la question de la responsabilité, pardon, je pense que c'est une responsabilité qui doit être partagée par tous les acteurs dans le développement des technologies numériques. C'est sur les grands opérateurs, ceux qui proposent des services, et donc là on repart sur tous les principes de développement éthique, mais pour faire, et par exemple de dire qu'en matière de vie privée, non, c'est pas parce que tu as offert une case à cocher ou que quelque part sur la page accessible, après avoir cliqué sur 20 liens différents, tu peux choisir tes paramètres de confidentialité. Ça, c'est prendre les commissariats à la vie privée, les utilisateurs un peu pour des idiots. Mais aussi, puis pour revenir sur le semi-débat qu'on a eu un peu précédemment, notamment sur la place du monde académique des universités, je pense qu'une des grandes responsabilités, c'est aux chercheurs, aux académiques, parce que, je ne veux pas être méchant, mais faisons pas nécessairement confiance à nos gouvernements, quels qu'ils soient, au Canada ou dans d'autres pays, pour s'occuper de ça. Et comme en français, c'est vrai que quelqu'un faisait la réflexion tout à l'heure, le terme éduquer a une certaine connotation, mais pour diffuser ce savoir, cette connaissance et ces problèmes de littératie numérique, je pense que c'est notre travail en tant qu'académique, en tant que chercheur, de diffuser cette information, donc de peut-être de changer nos manières de faire.
Après, c'est que dans le monde académique, il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment envie de changer. Mon président, mon recteur, il faisait référence tout à l'heure. Mais les agences de financement nous encouragent vers ce type d'activité, puis notamment à l'Université d'Ottawa. Nos centres instituts, on travaille vraiment à ça avec le grand public et s'assurer. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est un peu. Je viens de l'Université du Québec à Montréal, donc c'est une université qui est pas très financée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, dans sa mission qui a été exprimée lors de sa fondation dans les années 60, on parle qu'elle est née du processus de démocratisation de l'éducation québécoise, qu'elle est inspirée par l'idée d'accessibilité au savoir, que donc c'est une université francophone, publique, laïque, ouverte sur le monde et l'intégrité, et l'intégrer dans sa communauté, bon, enrichir le savoir, la culture, etc. Je vous passe la suite. Mais ça a été écrit, mais ça reste très présent, en fait. Au fil des ans, c'est une culture qui a marqué les différentes facultés de l'université. Et par exemple, moi, je suis en sciences juridiques et pas en droit, donc en sciences juridiques. Et on se préoccupe toujours de former des juristes soucieux de la justice sociale. Et c'est vraiment, ça implique, aujourd'hui, on s'adapte, et ça implique l'éducation via l'intelligence artificielle, mais sur aussi l'intelligence artificielle. Donc ça se renouvelle, en fait, d'après les bases, mais les bases sont toujours là. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Il y a une autre question ici. Est-ce qu'il faudrait avoir une autre édition 2019 des contes d'Anderson pour illustrer de manière accessible les bénéfices, les dangers de cette technologie? Quel est le rôle dans le domaine des arts? Plus largement, il y a quelques années, on se serait probablement moqué un peu de cette initiative, mais on a commencé à écrire dans chacun des produits qu'on achète, qu'est-ce qu'il y a précisément en ordre normalement de priorité. Est-ce que ce serait possible, je vous pose la question en terminant en 1 minute, est-ce que c'est réalisable, possible, que lorsqu'on achète un produit, je parlais tout à l'heure de Google Home, qu'on explique précisément qu'est-ce que ça peut engendrer comme problématique à la fin? Je commence avec vous, M. Martin Barito. J'aimerais d'abord répondre à cette question et ensuite à la vôtre. J'adore cette question, j'adore cette idée et je dis oui, il faut, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir attirer le grand public, notamment en tant que chercheur. C'est pas avec des articles, puis je suis en droit là, nous c'est des articles de 50 pages que personne lit sauf 5 personnes. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir diffuser la recherche. C'est changer ce type de méthode, puis l'un de mes collègues, le regretté Yann Kerr, qui nous a quittés il y a quelques semaines, travaillait justement sur une bande dessinée sur les robots, l'intelligence artificielle et la vie privée. Puis l'une des choses qu'on va faire là, dans les prochains mois, c'est s'assurer que cette bande dessinée soit publiée, soit diffusée pour le grand public, pour qu'on ait comme d'autres moyens de communiquer. Et sur votre question, c'est ce qu'on a fait donc en matière de sécurité alimentaire, c'est utiliser la théorie du nudge, donc tous ces critères qu'on indique tous les ingrédients. Et là, on s'est aperçu que plusieurs ingrédients avaient magiquement disparu des produits sans passer une loi qui interdisait ces ingrédients, juste parce que les manufacturiers ne voulaient surtout pas pouvoir voir ce type de mots. Puis on voit de plus en plus, comme il y a des articles de presse avec telle substance est cancérigène, et d'un seul coup, plus aucun fabricant de produits veut voir ça comme sur leurs emballages. Et avec l'une de nos candidates au PhD, Katie Sizlagi, on est en train de développer un cadre justement de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser la théorie du nudge sur le développement éthique et responsable de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est comme l'une des voies vraiment intéressantes dans ce domaine-là. Donc, c'est envisageable. Madame Castel-Renard. Oui, moi je voulais signaler des travaux de recherche aux États-Unis concernant justement en particulier les conditions générales d'utilisation de ces sites Internet qui font je ne sais combien de pages. Il faut scroller, c'est écrit en petit. Personne ne lit. Tout le monde dit qu'il est d'accord, tout le monde consent, tout le monde va absolument acheter les chaussures, donc tout le monde consent à tout, sans rien lire. Donc le consentement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le consentement est quand même très facilement obtenu, éclairé, pas vraiment.
Mais rien n'est fait pour nous éclairer. Et donc l'initiative dont je voulais parler est menée à CLIP, justement, à l'Université de Fordham, pour mettre en place des pictogrammes bien plus clairs pour signaler ce à quoi finalement on s'engage quand on consent à tout pour ces sites, hein, pas forcément les GAFA, hein, pour tous ces sites de consommation, puisque normalement sur tous les sites il y a des conditions générales d'utilisation ou de vente, et donc ces pictogrammes auraient pour effet de clarifier l'information et de la rendre accessible. Donc ça va tout à fait dans le même sens. Et l'art est un bon moyen de diffusion, donc c'est une très belle question. Exactement. Madame Lefebvre. Alors là, vous prêchez à une convaincue parce que moi, j'aime l'art sous toutes ses formes. Et il y a quelques exemples, effectivement, qui viennent en tête sur le fait que, pour passer par la démocratisation, il faut rendre facile, accessible ces différents savoirs. Je pense notamment à un outil qui s'est développé dans le champ du handicap, c'est le facile à lire et à comprendre. Et bien, de plus en plus, moi j'entends des retours de personnes qui disent moi, par exemple, je suis proche d'une famille proche de personnages, et par exemple, j'ai été regarder la version facile à lire et à comprendre parce que finalement c'est beaucoup plus simple et puis au moins les idées essentielles ressortent. Donc en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler aussi sur l'information, notamment sur l'intelligence artificielle, d'un espace de réflexion éthique à Strasbourg qui avait mis en place des improvisations théâtrales pour susciter le débat, la controverse. C'est absolument génial, c'est-à-dire qu'il y a 300 personnes qui étaient là, qui ont réagi, ça a été filmé, voilà. Donc c'est pas le discours de la méthode de Descartes, j'ai envie de dire, c'est le discours des méthodes, et il faut être le plus créatif possible. Et c'est par la créativité qu'on arrivera à nos fins, je pense. Merci beaucoup, Madame Fontaine. Oui, pour finir, je dirais que je fais partie d'un centre de recherche, un groupe de recherche qui s'appelle Humania, donc humain et intelligence artificielle. Et on regroupe un tas de chercheurs, là, ça va des arts jusqu'à la science politique, jusqu'aux sciences dures, des géographes, ce que je trouve super, moi ça m'intéresse en droit du travail. Donc c'est une multitude, l'intelligence artificielle touche des tas de domaines. Et puis pour finir, je vous citerai, j'aurais aimé l'écrire cette phrase, mais malheureusement non, c'est pas moi, c'est Michel Serres qui a dit « Les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents ». Ça prend fin sur une note malgré tout positive. Je tiens à vous remercier. On a vu que vous nous avez donné des pistes, en tout cas, de réflexion. Il n'y a pas des réponses à tout. Il y a des zones encore grises, des zones inconnues, mais au moins, ça nous projette vers l'avenir et ça nous dit ce à quoi on devrait s'intéresser. Monsieur Martin Barito, Madame Castet-Renard, Madame Lefebvre et Madame Fontaine, merci beaucoup, puis merci de votre intérêt. Merci à ce panel qui nous a donné une excellente conversation. Et merci Daniel Bouchard pour une excellente animation de ce panel-là. Alors, on passe maintenant au déjeuner de midi à 13h, puis on va reprendre à 13h. Bon appétit.